57 minutes pour comprendre. Jacques Ricot. La démocratie, conformément à l'étymologie, c'est le gouvernement exercé par le peuple. Plus précisément, et selon la célèbre formule d'Abraham Lincoln, l'un des présidents des États-Unis d'Amérique du XIXe siècle, la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. La définition paraît limpide et définitive, mais nous savons bien que, comme la volonté générale de Rousseau, le peuple peut errer. Ce philosophe, Rousseau, nous avait prévenu. Le législateur encore est facile à tromper. N'écrivait-il pas aussi dans le contrat social « De lui-même, le peuple veut toujours le bien, mais de lui-même, il ne le voit pas toujours ». À l'heure de la montée des populismes, nous percevons que nos démocraties sont bien fragiles et nous nous demandons comment sortir de ce que l'on nomme très souvent la crise. Mais est-ce bien ainsi qu'il convient de poser la question ? N'est-elle pas plus radicale, c'est-à-dire littéralement, à reprendre à la racine ? C'est ce que le philosophe Frédéric Worms a proposé dans un livre publié aux éditions des Clés de Brouwer en 2017 sous le titre « Les maladies chroniques de la démocratie ». Bonjour Frédéric Worms. Bonjour Jacques Ricot. Vous êtes professeur à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, mais très présent aussi sur la scène publique, par exemple par vos chroniques régulières données au journal Libération ou encore par l'émission Matière à penser sur France Culture. Aujourd'hui, vous acceptez de changer de micro, donc de place dans le studio qui nous accueille pour présenter votre diagnostic, mais aussi vos remèdes à cette maladie qu'est la démocratie. Car vous usez de la métaphore médicale, qui est sans doute davantage qu'une métaphore, pour analyser les maladies chroniques de la démocratie. Et je ne peux m'empêcher de rappeler que vous, qui êtes membre du Comité consultatif national d'éthique, êtes venu aussi à ce micro voici une dizaine d'années pour nous parler précisément du soin. À l'évidence, il existe un lien entre votre souci de penser le soin des êtres vulnérables, comme le font les soignants avec les malades, ou encore les parents avec les enfants, et votre volonté de vous pencher au chevet du corps politique qu'est la démocratie. Lutter contre les maladies chroniques de la démocratie, vous dites dès votre introduction que c'est une arme pour lutter aussi contre les maladies chroniques de l'humanité. De la démocratie à l'humanité, vous franchissez donc un pas considérable. Oui, merci beaucoup Jacques Ricot de cette introduction aussi généreuse et qui moi-même me rappelle à des souvenirs de conversation avec vous sur le soin et sur vos propres travaux aussi sur ces questions. Si je faisais un lien tout de suite entre tous les aspects que vous avez noués dans cette présentation, j'irais d'abord du côté de Jean-Jacques Rousseau que vous avez cité, mais pour faire le lien avec ce que vous avez dit ensuite. Vous avez dit, vous avez rappelé que pour Jean-Jacques Rousseau, la volonté générale peut se tromper, mais seulement par erreur, enfin, finalement. C'est-à-dire qu'elle veut toujours le bien, mais elle ne le voit pas. Et finalement, on est dans la tradition rationaliste, déjà de Platon. C'est-à-dire, nul n'est méchant volontairement. On veut toujours un bien. C'est la propre de la volonté qui veut quelque chose donc, qui le définit comme un bien. Mais on peut se tromper. Le rôle du philosophe, c'est d'informer l'individu ou le peuple sur ce qui est vraiment bien et pour qu'il veuille le vrai bien, pour qu'il se trompe pas de bien. Alors moi, je suis un tout petit peu plus pessimiste que ça. Et c'est vrai que du coup, ça ne veut pas dire pour autant que la démocratie soit une maladie, mais ce que je pense, c'est que la volonté générale effectivement définit la démocratie, une souveraineté nationale, etc. Mais je pense que l'obstacle n'est pas seulement l'erreur. L'obstacle profond que rencontre le politique et que la démocratie vise à traiter, c'est ce que j'appelle la division intérieure. C'est-à-dire c'est un désaccord structurel presque impossible à dépasser à l'intérieur d'une nation. C'est ce que Rousseau, au fond, voulait dépasser aussi, mais qu'il considérait comme dépassable. Alors je pense que c'est indépassable et que le désaccord, voire le conflit, possiblement la guerre civile, est toujours la menace intérieure pour toute société. J'avais bien dit que vous preniez les choses à la racine. Oui, mais est-ce qu'on n'est pas forcé parce que, par exemple, nous-mêmes, en tant qu'individus, c'est la même chose. Du temps de Socrate, par exemple, ou des stoïciens, on pouvait penser que l'homme était raison, pouvait maîtriser ses sens, et donc il y avait une volonté, là aussi, rationnelle. C'est encore le cas de Kant, mais au XXe siècle, avec la psychanalyse, ou même sans aller jusqu'à la psychanalyse, simplement, nous savons que nous sommes intérieurement divisés d'une manière encore plus profonde que ne le pensaient les sages grecs, qui savaient déjà qu'il y avait un conflit intérieur entre la sensibilité, la raison, etc. Mais moi, je pense vraiment que nous sommes divisés individuellement, et nous sommes divisés surtout collectivement, et que le rôle de la démocratie, c'est certes d'arriver
à une volonté commune, c'est fondamental, mais surtout de constituer un cadre commun pour encadrer les divisions. Donc l'idée de Rousseau, selon laquelle l'erreur politique vient seulement d'un défaut d'information finalement, et que le philosophe, alors peut-être pas roi, mais le philosophe conseiller pourrait remettre la volonté générale sur de bons rails, sans organiser la discussion publique entre des partis opposés et des gens en désaccord profond, je pense que c'est une erreur. Rousseau croyait que le désaccord était finalement toujours lié à une société trop complexe, qu'au fond, il fallait une petite cité pour que tout le monde soit en accord. Je pense que dans nos sociétés, le désaccord est inévitable, peut-être très dangereux, et que la démocratie n'est pas une maladie, mais le remède à cette maladie qu'est la discorde civile. Oui, pourtant vous parlez bien des maladies chroniques de la démocratie. Mais alors tout à l'heure... Oui, parce que ça ne disparaît jamais. C'est-à-dire que la démocratie n'est jamais un remède parfait. Et ce mal est chronique et ne disparaît pas. Et croire que la démocratie est parfaite, là aussi, c'est une illusion. Nous allons en reparler, bien entendu. Mais je vous ai interrogé sur votre passage des maladies de la démocratie aux maladies chroniques de l'humanité. C'est pas rien. C'est pas rien, mais ça, je rejoins ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'au fond... Qu'est-ce qui fait que nos démocraties sont fragiles aujourd'hui, et même que tout régime politique peut-être est fragile, et qu'il y a plusieurs solutions possibles. La tyrannie en est une. Bon, la dictature aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que c'est la meilleure solution. Mais et c'est dramatique. Mais qu'est-ce qui leur fait penser ça finalement? Et qu'est-ce qui fait penser au contraire que la démocratie serait un meilleur remède? C'est qu'il y a une maladie chronique de l'humanité, en effet, ou plus, pour être peut-être employer des termes plus universitaires, mais qui sont à mon avis réels aussi, pour parler d'obstacles anthropologiques. C'est-à-dire dans la nature de l'homme, il y a un problème que rencontre toute société, et je crois que si on ne revient pas à cette racine-là, effectivement, à cet obstacle anthropologique ou à cette maladie chronique de l'humanité, on ne risque pas de pouvoir l'affronter. Maladie chronique, on va y revenir aussi, ça ne veut pas dire que c'est forcément mortel tout de suite. Ça veut dire qu'il faut identifier un mal qui sera toujours là et le maintenir en dessous du niveau où il devient mortel. Quand on a une maladie chronique, le but c'est de la contenir en dessous du stade où elle devient mortelle. Donc c'est faisable de vivre avec, de contenir et même de progresser. Je pense même que, évidemment, l'humanité, malgré ses problèmes chroniques, peut progresser, doit progresser, progresse peut-être même encore aujourd'hui. Nous reprendrons cette question de contenir, là, comme vous venez de le mentionner, le moment venu. Le titre, d'ailleurs, est déjà bien explicité par vous, les maladies chroniques de la démocratie. 3 mots qui, chacun, pèsent très très lourd dans votre réflexion, dans votre étude. Alors, si le peuple, c'est vous qui parlez ainsi, abuse de son pouvoir sur le peuple, qui l'en protégera? Et vous avez tout à l'heure évoqué justement ces violences, ces violations, comme vous préférez le dire apparemment, qui sont là structurellement présentes dans notre société, et que des gens comme Rousseau, en effet, dans leur optimisme bien connu, n'avaient peut-être pas vu comme nous le voyons nous autres, après 2 siècles d'expérience ou 3 siècles d'expérience de la démocratie. Oui, parce que au fond, qu'est-ce qui fait qu'on peut souhaiter la démocratie? C'est toujours l'expérience, justement, préalable d'une domination intérieure à un peuple et qui est ressentie comme inacceptable. C'est par exemple la domination d'un seul sur tous, c'est la critique de la monarchie comme abus de pouvoir finalement, ou de ce que certains encore aujourd'hui appellent l'oligarchie. On reproche encore aujourd'hui dans nos démocraties parfois le fait que un groupe partiel s'arroge un pouvoir illégitime sur la totalité des citoyens, et on appelle ça un abus de pouvoir, une oligarchie. Et on a raison dans certains cas quand les gouvernants ne sont pas désignés de manière par des procédures claires, ou quand ils abusent, quand ils débordent de leurs fonctions, quand il y a la corruption par exemple, là, on revient dans une domination intérieure inacceptable. C'est pour ça que la démocratie nous paraît si souhaitable. Parce que comme vous l'avez rappelé par l'étymologie au début de votre présentation, c'est le pouvoir du peuple, et donc on a l'impression que la démocratie permet d'éviter l'abus de pouvoir, puisque c'est le peuple qui se gouverne lui-même, c'est un auto-gouvernement, c'est le gouvernement de la nation par elle-même, c'est la liberté et l'égalité parfaite en droit, et donc on a l'impression qu'elle ne peut plus donner lieu à une domination intérieure. Or, c'est faux. Précisément parce que le peuple reste divisé, et que imposer par exemple un contenu général à une société divisée, sans concertation, sans discussion, la démocratie doit toujours progresser vers le traitement des conflits, des différences, des inégalités intérieures, pas seulement gauche et droite ou majorité-opposition, mais les inégalités sociales, les inégalités entre les hommes et les femmes, etc. Si on n'affronte pas toutes ces questions, on revient
à la domination intérieure, et la démocratie est donc un travail constant pour éviter un risque qui ne cesse de la menacer. Et le peuple lui-même peut devenir effectivement dictateur de lui-même. La définition que je donnais en commençant de Abraham Lincoln, qui dit la démocratie, c'est la décision prise par le peuple pour le peuple, c'est pas forcément toujours pour le peuple, précisément parce que cette division n'est pas toujours suffisamment, d'après vous, bien explicite, bien vue. Exactement, parce que pour le peuple, encore faut-il que le peuple soit pris en compte dans sa diversité et pas seulement comme un bloc homogène. Et donc, il faut prendre en compte forcément, si on prenait des questions de bioéthique, par exemple, comme exemple, je crois que c'est un vrai test pour la démocratie. On sait que la société française est divisée sur certaines questions. Aujourd'hui, prendre en compte le peuple, ça veut dire prendre en compte les divisions internes des Français sur certaines questions. N'est-ce pas prendre Ceux d'abord qui en parlent au nom compte des Français, en général, se trompent toujours. Mais n'est-ce pas prendre en compte d'abord le bien commun? Il faut arriver au bien commun par une procédure, évidemment, de discussion des différentes conceptions du bien commun. Vous prenez deux Français, vous les mettez à un café, pas forcément du commerce, mais vous les mettez à un zinc dans nos cités, dans nos villes, dans nos villages, dans nos rues. Vous allez voir qu'ils ne vont pas être forcément d'accord sur le bien commun. Donc le bien commun, c'est le cadre, d'abord. Je pense que le premier bien commun, c'est le cadre autour duquel on discute du bien commun, c'est la République, c'est les institutions qui nous permettent de parler du bien commun. Le café lui-même est une institution, en ce sens, c'est-à-dire l'Assemblée nationale aussi. Il faut un cadre pour parler du bien commun. Et donc moi, j'insiste beaucoup dans ce livre sur les institutions du bien commun. Croire que la conception du bien peut s'imposer alors qu'elles sont forcément différentes, sans passer par un cadre commun, c'est l'erreur fondamentale. Et donc c'est ce que vous défendez vaillamment dans ce livre, Les maladies chroniques de la démocratie, aux éditions Desclés de Beauvert. Je rappelle donc cette maison d'édition qui vous a publié. Oui, dans une collection dirigée par Benoît Chantre et qui s'inspirait des cahiers de la quinzaine de Charles Péguy. Dans son esprit, c'est un peu un cahier de la quinzaine. Oui, il y a d'autres ouvrages d'ailleurs. Je pense à celui de Pierre Manant, que je n'ai pas encore interviewé ici, mais je me promets de le faire, sur la situation justement de la France et même de la démocratie. Mais enfin, c'est une toute autre optique, c'est l'optique un peu d'un philosophe libéral qui est intéressant. Alors cette collection d'ailleurs, elle a une particularité, c'est qu'il n'y a jamais de notes en bas de page. Et je le dis pour nos auditeurs qui quelquefois sont effrayés par le côté un peu trop académique, trop universitaire de certaines des publications. Là, on lit d'une traite. Et c'est volontaire. Oui, c'est à la fois une réflexion qui se veut fondée philosophiquement. Qu'est-ce que ça veut dire fondée? Ça veut dire qu'on pose des principes et on en déduit des thèses au lieu d'avoir une opinion sans essayer de l'appuyer sur des principes plus généraux. On peut critiquer les principes, mais au moins on joue carte sur table. Vous voyez, c'est ça la philosophie. C'est-à-dire qu'on dit, je dis ceci parce que cela. Et c'est ça, au fond, qui permet de discuter. Donc c'est philosophique en ce sens, mais pas au sens d'une érudition ou d'une sorte de conflit d'autorité. Et si on parle du livre de Pierre Manant, Situation de la France, qui peut paraître éloigné au sens où il explique que la France n'est justement pas seulement un cadre commun abstrait, mais aussi une histoire longue, et avec des communautés spirituelles et religieuses, par exemple, qui existent. Je ne pense pas du tout que ce soit si incompatible que ça. Et un jour, il faudra que j'ai cette discussion avec lui, que j'admire beaucoup. Merci de ces précisions sur cette collection. Donc c'est une façon de dire aussi à nos auditeurs que le livre est très lisible et qu'ils ne doivent pas être effrayés par la qualité de philosophe qui est la vôtre, Frédéric Worms. La vôtre aussi, Jacques Ricot, d'ailleurs. Pardon de vous compromettre. Merci. N'en jetez pas trop. Nous allons procéder à une petite pause dans un instant, mais auparavant, je voudrais que vous m'expliquiez pourquoi vous avez choisi, avant même de parler de la liberté et de l'égalité, de parler de la fraternité, et vous avez dit fraternité contre fratricide. Voilà, parce que au fond, pour moi, la fraternité, je dirais presque, est le principe politique le plus important. Et en même temps, il ne faut pas le prendre comme un idéal abstrait et pas non plus comme un fait concret évident. Évidemment, il y a la fraternité, ça désigne aussi un fait biologique. On a frères quand on est issu des mêmes parents, on a une sorte d'image comme ça d'un lien très fort parce qu'il est biologique. Et ça peut nous amener vers une conception aussi biologisante des peuples. Or, pourquoi est-ce que la fraternité devient un principe politique? Si c'était un fait évident, on n'aurait pas besoin de la proclamer. Si on la proclame, c'est précisément parce que, comme tout individu, comme tout peuple, les liens biologiques eux-mêmes sont traversés par des divisions morales. Et la fraternité, ce sont aussi les frères ennemis, les rivaux. Quand vous avez un enfant, si vous en avez un deuxième, garçon ou fille, parlons aussi de la sororité, c'est pas du tout propre à deux garçons. Si vous avez un premier enfant et qu'en arrive un deuxième, vous allez voir qu'il vaut mieux faire un petit travail
d'évitement de la rivalité et qu'elles deviennent trop violentes. Donc le fratricide, dans toute culture, je suis prêt à le soutenir comme une thèse générale, il n'y a pas une seule culture au monde qui, dans ses mythes fondateurs, dans ses grands textes religieux... Oui, Romulus et Rémus, Caïn et Abel... Mais c'est presque un universel plus important encore pour moi que le tabou de l'inceste, par exemple. Oui, c'est ce que vous écrivez, oui. Voilà. Et donc le fratricide ou le parricide, le meurtre intime, si vous voulez, la violence qui nous déchire dans les liens les plus proches. Ce qui est très frappant, c'est que nous sommes là pris d'une vraie... Pour moi, c'est l'origine de la morale. Je vais très très loin, là aussi vous allez le dire. Mais pourquoi ? Parce que nous disons, ça ne devrait pas avoir lieu. Or, tous les philosophes, vous savez, on dit, on ne peut pas dire « devrait pas ». C'est des faits, mais pourquoi est-ce qu'ils contrediraient un devoir-être ? Eh bien là, ça ne devrait pas avoir lieu. Pourquoi ? Pour un sens très précis, c'est que les liens biologiques sont censés nous protéger. Nous en attendons de bien, nous en attendons de l'amour, de nos parents, de nos proches. Et c'est de là que vient parfois la violence. Et donc c'est là que nous sommes indignés le plus profondément et que nous nous ouvrons à la véritable expérience morale, c'est-à-dire la négativité et la violence entre les hommes. Nous sommes en compagnie du philosophe Frédéric Worms, auteur d'un ouvrage remarqué en 2017 aux éditions Desclés de Brouwer, Les maladies chroniques de la démocratie. Nous disions tout à l'heure que dans cette collection qui vous accueille, chez Desclés de Brouwer, il n'y a pas de petites notes en bas de page, mais ça ne vous empêche pas tout de même parfois de vous référer clairement à quelques ouvrages. Et c'est justement ce que vous faites, et on va les prendre les uns après les autres si vous voulez bien. 3 livres, L'avertissement de la Boétie, le fameux auteur du traité de la servitude volontaire, du discours sur la servitude volontaire, un autre ouvrage de Kant, La philosophie de l'histoire, sur la philosophie de l'histoire, et enfin Tocqueville, dont vous nous direz tout à l'heure ce que vous pensez. Kant, c'est sur la liberté, Tocqueville, ce sera sur l'égalité, mais d'abord, pourquoi avoir choisi de faire un petit parcours avec la Boétie, l'ami de Montaigne ? Parce que, au fond, la Boétie, dans ce discours sur la servitude volontaire, vous voyez bien dans le titre lui-même que lui aussi va chercher les racines, finalement. Voilà. Puisque nous pensons que la volonté cherche toujours le bien, et lui, il nous dit que les hommes se soumettent d'eux-mêmes, librement, à la soumission, finalement, à la tyrannie. Et donc, il cherche les raisons, là aussi, anthropologiques de cette soumission. Il voit que les hommes acceptent la servitude et il se demande pourquoi. Donc c'est une question qui a l'air très simple, mais qu'au fond, toutes les grandes questions philosophiques les plus simples ont parfois mis très longtemps à être formulées, demandent des intuitions individuelles. Et la Boétie a mis Montaigne qui se posait la même question du côté de la connaissance. Montaigne, on dit qu'il est sceptique. Ça veut dire pourquoi est-ce que nous croyons certaines choses ? Il pose des questions de principe. Alors, Ce sont deux amis qui ont dû... Vous dites qu'il n'est pas sceptique, Montaigne. Pourtant, Montaigne, je pense pas du tout qu'il soit si sceptique que ça, mais si vous voulez, le point commun avec son ami, c'est qu'ils ont dû partager dans des conversations amicales, qui sont le creuset de la démocratie, justement, les conversations amicales. On se dit tout à coup, bah tiens, ça, ce qui paraît évident à tout le monde, finalement peut-être pas. Et l'un sur la politique, l'autre sur la connaissance, mais au fond, sans doute en très très grand accord, on posait des questions absolument premières. Ça ne veut pas dire qu'on doit absolument être d'accord avec la Boétie. Pourquoi ? Parce que pour la Boétie, finalement, la servitude volontaire, c'est d'abord un effet d'habitude. On se soumet par habitude à quelqu'un qui vous impose sa volonté, et on est inculqué un peu comme dans la fable de La Fontaine, le chien et le loup, pour des raisons, on profite un peu, puis on accepte finalement le collier qui nous enchaîne, qui nous attache à la niche, et on renonce aux bienfaits de la liberté, alors qu'en fait, ça ne va pas de soi que des milliers d'hommes soient adultes, soient soumis à un enfant ou à un vieillard unique, que cette dictature... Bon. Donc il y a des mécanismes psychologiques qu'il essaye de démontrer, de démonter.
Je crois qu'il ne va pas assez loin, mais il pose la question la plus fondamentale, celle à laquelle nous devrions tous revenir. Pourquoi ne désirons-nous pas justement ce qui est bon pour nous toujours ? C'est plutôt l'inverse de Rousseau. Pourquoi est-ce que nous trompons sur le bien, mais pourquoi délibérément nous choisissons autre chose ? Je pense que la vraie raison, ça n'est pas seulement une habitude d'obéir, c'est plutôt une peur de mourir, une raison vitale, et la peur de la guerre, la peur de la misère, la peur vitale de la mort, fait que nous accepterons de sacrifier notre liberté pour elle. Je crois, moi, que ce sont les dangers extérieurs. Et aujourd'hui, c'est très frappant. C'est au nom de la sécurité, au nom de la catastrophe, au nom de la peur qu'on est prêt à sacrifier la justice. Et je crois que les hommes ne réalisent pas que la justice aussi est un besoin vital. Et qu'au nom d'un besoin vital, on est prêt à en sacrifier un autre. Et donc la Boétie pose la bonne question. Pourquoi sacrifions-nous ce besoin vital qu'est la liberté ? Si vous regardez la Boétie, je le cite à un moment, il dit « La liberté est un besoin vital pour l'homme ». Enlever la liberté à l'homme, c'est comme sortir un poisson hors de l'eau, dit-il. On n'arrive plus à respirer. Et il donne l'image très concrète du poisson qui s'agite quelque temps et qui meurt. Si on nous met effectivement même en prison, simplement, le fait de ne plus pouvoir nous déplacer, eh bien, on en meurt aussi. Mais on oublie que c'est aussi vital que l'eau et le pain. Et et d'ailleurs tous les dictateurs le savent bien, si vous voulez régner, il faut faire peur. Faire peur de mourir, c'est la seule chose qui peut nous amener à renoncer à la liberté. Et je pense que c'est toujours pareil, c'est au nom d'un danger extérieur qu'on accepte la domination intérieure et on fait toujours passer la violence intérieure après la peur de mourir. Et on a tort. Alors c'est une question que vous ne traitez pas directement, en tout cas dans votre livre, mais qui me vient à l'esprit là, en vous écoutant, Frédéric Worms. La peur de mourir, je vous l'accorde, c'est tout à fait juste. Et vous avez d'ailleurs, je crois que c'était dans l'Obs, dans le Nouvel Observateur, écrit une très belle page sur justement Arnaud Beltrame, ce gendarme qui a sacrifié sa vie, qui l'a risqué en tout cas, et qui l'a donné au bout du compte, parce que quelque chose de plus haut que la vie, et qui était ici la justice et le bien commun des individus vivant entre eux était concerné. Mais où je suis intrigué, et nous en parlerons tout à l'heure parce que viendra la question du terrorisme, c'est qu'il y a quand même des individus pour qui la vie n'est pas importante. Et ils la perdent en perdant celle des autres. Je ne peux pas évidemment appeler ça un sacrifice, et vous non plus. Mais enfin, il y a quelque chose qui m'émeut parce que finalement, la peur de mourir, ils ne l'ont pas, ou ils donnent l'impression de ne pas l'avoir. Mais ça prouve que effectivement, les hommes ont des besoins vitaux qui vont au-delà de la survie elle-même. Et parmi eux, il y a le besoin de justice. Donc c'est toujours au nom de la justice, au fond, que l'on est prêt à sacrifier la vie. Et le lieutenant-colonel Beltrame l'a fait au nom de la justice, et les terroristes, en un sens, prétendent le faire aussi, au nom de leur conception de la justice. Donc il faut, évidemment, là on retrouve le problème dont vous étiez parti en citant Jean-Jacques Rousseau, c'est-à-dire il ne faut pas se tromper de conception de la justice. Et le philosophe Alain disait par exemple qu'on envoie les jeunes hommes avec leur passion de la justice, on les envoie à la guerre, on manipule leur passion de la justice vers de faux objets. Donc il faut se donner finalement une vraie conception de la justice. Et Rousseau avait quand même raison de dire on veut le bien, on veut la justice, mais on se trompe sur le bien et la justice. Donc au fond, qu'est-ce qui distingue un terroriste d'un héros qui vient s'y opposer? Eh bien, c'est justement que le terroriste ne reconnaît pas la division humaine, ne reconnaît pas la place des autres, et est prêt à tuer d'autres hommes au nom de sa conception de la justice. Donc il n'a pas, si vous voulez, la base de la conception de la justice, c'est qu'elle devrait être universalisable, universelle pour tout le monde. Et ce que fait Beltrame, au contraire, le héros réel, c'est que il considère que il est prêt à sacrifier sa vie pour sauver les autres, pas pour les tuer. Et donc, en un sens, il est d'emblée dans l'universel. En un sens, bien sûr qu'il va tuer le terroriste en état de légitime défense, mais en étant évidemment prêt à soumettre son acte après à des normes de justice, et parce que il y est contraint par une agression. C'est défensif. Celui qui agresse,
qui tue les autres peut dire qu'il est dans sa conception de la justice, en fait, il est dans la guerre. Et donc, je crois vraiment que l'alternative profonde, c'est la justice ou la guerre. Et si on ne se donne pas une idée de justice qui permet la coexistence des êtres, la paix comme valeur qui est inséparable de la justice, on se trompe. Et donc, on peut toujours se réclamer de la justice, mais ce sera votre conception de la justice contre les miens. Si vous voulez, on atteint une paix, un symbole que je voudrais donner comme exemple. On a maintenant un monument aux morts à Verdun qui unit les noms allemands et français dans une seule ordre alphabétique. Enfin, ce ne sont plus vos héros contre les nôtres. Ça, c'est la paix, si vous voulez. C'est l'image de la paix pour moi. C'est-à-dire, tant qu'on a d'un côté de la frontière certains qui célèbrent leurs héros et de l'autre, ou leurs héros et de l'autre côté leurs héros, eh bien, c'est les héros des uns contre les héros des autres et c'est la guerre de tous contre tous. D'ailleurs, je me souviens que c'est après la guerre 14-18 qu'on a cessé d'écrire sur les monuments aux morts à nos héros dans la plupart des villages. Les rares villages où c'est écrit à nos héros, je suis en train en ce moment de les photographier parce que ce sont en fait presque des pièces de musée. Voilà, j'avais publié. Et quelle était la raison de parce qu'on commençait à prendre conscience précisément que il y avait autre chose qui s'était joué, que c'était simple affrontement sportif, si je puis dire, enfin, qui empruntait à d'autres catégories que celles de l'humanité, finalement, ces valeurs. Et on commençait à se dire, mais non, c'est peut-être pas ça l'héroïsme. Je me souviens avoir écrit un petit peu là-dessus il y a quelques C'est très important. Le vrai héros, c'est bien sûr quelqu'un qui peut sacrifier sa vie, mais sacrifier sa vie au nom de la justice et de valeurs universelles. Il faut ces deux critères. Sacrifier sa vie ne suffit pas à faire de vous un héros. Vous, comme moi, Frédéric Worms, nous sommes très attachés à Bergson, enfin vous à un niveau très supérieur, puisque je ne l'ai pas dit dans votre présentation, mais vous êtes le meilleur spécialiste de Bergson aujourd'hui, et nous savons que ce philosophe a beaucoup et bien écrit sur les héros et les saints. Si vous voulez bien, nous allons en venir à ce deuxième livre que vous citez. Et là, je vais vous faire part d'une émotion personnelle. Vous avez cité le livre de Emmanuel Kant, l'idée d'universel point de vue cosmopolitique. Et c'est ce petit livre qui a nourri ma propre réflexion. Je suis d'une génération antérieure à la vôtre à l'université. C'est la traduction de Stéphane Piobetta, qui enseignait, figurez-vous, dans le lycée où j'ai moi-même exercé. Et j'ai écrit une petite notice biographique sur Stéphane Piobetta. Alors, la manière dont vous l'avez présenté, ce petit travail, mérite, même si les lecteurs ne sont pas très attentifs à cette page, mérite peut-être que vous fassiez un petit rappel sur la façon dont vous, qui, j'y reviens, êtes d'une génération un petit peu postérieure à la mienne, vous avez accueilli ce livre d'une façon qui était présentée très différemment de celle que moi j'ai connue avec cette préface de Jean Nabert en particulier. Et j'ai appris par vous, d'ailleurs, parce que j'avoue que je n'avais pas fait attention, que on présentait désormais ce travail de Kant sur la liberté comme finalement devant être lu à la lumière de Hegel. Et vous vous insurgez un petit peu contre cette lecture. Alors en fait, c'est un livre qui a une histoire en effet amusante et importante en réalité, qui est liée à notre histoire à tous, même si ça a l'air comme ça d'être de petits détails universitaires. Stéphane Piobetta, comme moi j'en savais beaucoup moins sur lui, il se trouve que j'ai été associé récemment au nom de l'École normale à un hommage aux héros de la République, justement dans la crypte de la Sorbonne. Et il se trouve que dans la crypte de la Sorbonne, il y a des tombes de héros républicains. Il y a le célèbre Jean Cavaillès, qui est pour tous les philosophes français une image de l'héroïsme du XXe siècle. Un résistant qui a donné sa vie. Chef de réseau, résistant par logique, comme disait son ami Georges Canguilhem, qui a été fusillé à Arras, l'inconnu numéro 5, retrouvé sous une tombe ensuite au fort militaire de Arras. Et puis à côté de la tombe de Cavaillès, il y a la tombe de Piobetta. Et pour moi, Stéphane Piobetta, c'était celui qui avait traduit ces textes de Kant, qui sur la justice et la politique, finalement, des textes sur l'histoire, apparemment mineurs, mais dont il avait fait un ensemble qui, tout à coup, prenait un sens historique très fort. Et je savais qu'il était mort jeune, mais je ne savais pas comment. Et ce livre a connu 31 ans. Ce livre a connu, voilà, ça je ne le savais pas. Et ce livre a connu plusieurs histoires. Il est d'abord publié après la guerre avec une préface de Jean Nabert, qui lui-même a publié en 1943 un livre majeur, Les éléments pour une éthique, qui publiera ensuite un essai sur le mal, et pour qui Kant était un philosophe majeur. Donc il y a un premier contexte de redonnaissance à l'histoire universelle après la guerre, finalement, avec l'héritage de Piobetta. Dans un deuxième temps, dans les années 80, et c'est ça que je cite, on est dans l'hegelianisme triomphant en France, et dans une sorte d'idée de philosophie de l'histoire, et la publicité pour ce livre, pour ma génération, quand j'étais étudiant, c'était, voilà, ça prépare Hegel.
Et puis aujourd'hui, on le lit indépendamment de tout ça, et je ne sais pas si on le lit suffisamment. Le cœur du problème, c'est que dans certains textes majeurs, Kant voit bien la difficulté anthropologique de la démocratie. Il l'appelle l'insociable sociabilité. Les hommes veulent à la fois être ensemble et ne veulent pas l'être. La 4e proposition. Voilà. Et au fond, ce conflit est très profond. Donc, on peut dire que c'est un conflit entre le bien et le mal dans le cœur de l'homme. Et on retrouve la servitude volontaire. Sauf que la force, la profondeur de Kant, et Jean Nabert, bien sûr, qui est un très grand philosophe français, l'avait compris. Je pense Stéphane Piobetta aussi. C'était de dire l'insociabilité, c'est-à-dire la guerre, finalement, la compétition entre les hommes et la sociabilité, viennent toutes les deux de la même racine, toutes les deux de la liberté. Au nom de la liberté, nous voulons être contre les autres. Et c'est pour ça que pour Kant, le conflit est aussi porteur de progrès, parce que c'est pour progresser. Et c'est pour ça que la ruse de l'histoire, la dialectique hegelienne s'en est servie aussi. La guerre comme moteur de l'histoire, la compétition. Mais d'un autre côté, nous voulons la justice et nous voulons coexister. Le risque de la compétition, c'est aujourd'hui le néolibéralisme prétend arriver à la paix par le pouvoir du marché, par la compétition. Ce risque, c'est que finalement, on oublie le deuxième aspect. Et pour Kant, malgré tout, même si c'est un philosophe libéral, comme vous l'avez dit, même Kant lui-même, au fond, il faut arriver à faire coexister, les libertés doivent s'affirmer, on ne doit pas les dominer, mais en même temps, il faut modérer leurs conflits. Kant a toujours pensé qu'il fallait un cadre commun, républicain, et même un cadre universel, un cosmopolitisme, un ordre un peu mondial, si j'ose dire, c'est pas comme ça qu'il faut le dire, mais pas un État mondial, mais des règles communes, pour que la guerre des libertés ne devienne pas un conflit meurtrier. Aujourd'hui, on pourrait dire l'insociable sociabilité, elle est aussi au niveau mondial. Comment est-ce qu'on va faire pour réguler le climat? Comment est-ce qu'on va faire pour construire une cosmopolitique qui permette de concilier les libertés humaines sans les asservir? Il y a un paradoxe de la liberté. Et sans croire que tout ça peut se résorber dans un mouvement dialectique, justement. Exactement. C'est une tension qui ne peut pas être dépassée. C'est notre condition. Nous allons marquer une seconde petite pause. Avec Frédéric Worms, auteur en 2017 d'un livre remarqué, comme je l'ai dit tout à l'heure, Les maladies chroniques de la démocratie, aux éditions de Clé de Beauvert, nous conversons sur justement ce que ça nous apporte, je le dis sans flagornerie, de très précieux, sa réflexion dans le moment présent. Alors, il y a la Boétie dont nous avons parlé, il y a Kant dont nous venons de dire un petit mot, et puis il y a aussi Tocqueville. Tocqueville qui est le penseur de l'égalisation des conditions, donc le penseur un petit peu de l'égalité à certains égards. Dites-nous un petit peu pourquoi vous l'avez choisi. En fait, je réfléchis donc sur, au fond, la manière dont la démocratie s'enracine dans des besoins fondamentaux de l'être humain, de l'être vivant humain, qui a besoin de liberté autant que de pain, qui, devant les situations d'injustice, s'aperçoit que l'égalité elle-même est fondamentale, et qui en même temps est confronté à d'autres besoins qui peuvent le faire renoncer à la liberté, à l'égalité, et notamment le besoin de sécurité, le besoin de ne pas mourir, un certain nombre de forces qui font que ça peut s'opposer à nos aspirations fondamentales. Or, ce que Tocqueville a montré, c'est que finalement, la Révolution française a fait émerger au grand jour cette aspiration à l'égalité contre une domination intérieure qui ne cessera plus.
Et il a comparé même l'égalité à la providence. C'est-à-dire c'est une idée qui va travailler l'histoire de manière irréversible après la Révolution française. Une fois qu'elle est exprimée, si vous voulez, ce besoin vital. Voilà. Ce qu'il y a de très important chez Tocqueville, c'est qu'il voit bien aussi des obstacles qui demeurent, et puis surtout, il voit bien aussi les risques de l'égalité, qui peut devenir, si elle n'est pas travaillée par la discussion critique, parce que les hommes sont égaux mais différents, qui peut devenir une tyrannie de la majorité, comme il l'a dit. Donc il voit bien aussi que le peuple peut devenir son propre tyran. Donc il voit bien le risque, qu'il faut garder une position critique. Et il y a une troisième chose qui est très importante chez Tocqueville pour moi, c'est que pour lui, l'égalité va travailler toutes les dimensions sociales. En un certain sens, il en a peur. Il dit il faut l'égalité politique, mais il faut que les hommes restent ensuite différents, voire inégaux dans le domaine de la culture. Tous les hommes ne sont pas égaux, etc. Ce qui est vrai, il y a des différences. Et un médecin, par exemple, en sait plus sur la médecine que le patient. Le professeur en sait plus qu'un élève. La question concrète de l'égalité, c'est comment on fait pour dire l'élève et le professeur sont égaux, mais en même temps pour respecter leur dissymétrie. Et pareil de même pour le médecin et le malade, par exemple. La force de Tocqueville, mais il ne va pas jusqu'au bout, c'est de comprendre donc que la démocratie est un travail, une orientation historique, mais critique, qui doit toujours travailler ses propres débordements et travailler sa propre extension. Aujourd'hui, on parle même de l'égalité entre l'homme et l'animal, mais évidemment, on ne va pas faire voter les animaux. Donc, comment faire de la démocratie, étendre la question de l'égalité, mais en domaine par domaine, et en voyant bien comment ça peut se produire. Du temps de Tocqueville, les hommes et les femmes ne votaient pas. Tocqueville ne s'est pas opposé à l'esclavage aux États-Unis. Et alors là, oui, vous y insistez, parce voilà, que dans de la démocratie en Amérique, en effet, il y a des passages où on a l'impression que ça ne l'intéresse pas, alors que pourtant, il avait, sauf erreur de ma part, dans ses premiers écrits, en France en tout cas, critiqué vivement l'esclavage. Oui, mais en même temps, dans ses textes sur l'Algérie, il ne s'indigne pas des risques de la colonisation. Il pense que, au fond, pour des raisons pragmatiques, il voit bien que la condition des esclaves aux États-Unis est un scandale moral et politique. Mais il dit, au fond, concrètement, si on leur donne l'égalité, ça va renverser le régime. Donc si on va trop vite. Oui, enfin, c'est quand même. Il s'accommoderait même du maintien du. Bon, en tout cas, il ne pose pas l'indignation de principe si fortement que cela. Et moi, j'en suis très, très surpris. Et évidemment, je pense que ça montre bien que, d'une certaine façon, j'y vois, moi, de nouveau, le risque que fait peser la peur. Parce qu'au nom de la survie de l'État, et des principes formels de la démocratie, mais au nom de la survie de l'État, surtout, on peut accepter de contredire les principes. Et il ne faut jamais le faire. On trouvera toujours une manière de faire que les principes permettent la vie. Et les principes sont au service de la vie, vont pas menacer nos vies. N'ayons pas peur de la générosité, de la justice et de la liberté. Il me semble qu'Abraham Lincoln, qui était évidemment tout à fait hostile à la continuation de l'esclavage, avait souhaité qu'il y eût justement une transition parce qu'il fallait ménager aussi la concorde. Alors, il y a par exemple, les grands hommes d'État sont toujours comme ça, mais transition ne veut pas dire renonciation. Si on prend Nelson Mandela, par exemple, qui est pour moi une des plus grandes figures du XXe siècle, la figure du héros, justement comme Bergson ou d'autres les ont théorisés, comme Arnaud Beltrame aussi, en un certain sens. Mandela était à la fois intransigeant sur la fin de l'apartheid et puis n'a jamais appelé à la vengeance, par exemple, appelé à la conciliation. Et au fond, c'est évidemment le grand risque. Ce dont avait peur Tocqueville, c'était évidemment... Il savait bien que c'était une injustice, l'esclavage, et il avait peur aussi des sentiments de revanche, de vengeance des opprimés. On a toujours peur de la réaction de ceux qu'on a opprimés. Mais il ne faut pas en avoir peur si on construit le cadre commun. C'est là qu'on retrouve la vraie question, qui est la construction du cadre commun. Et Lincoln, Mandela, les grands hommes d'État démocrates sont ceux qui critiquent les injustices, mais construisent aussi des cadres, construisent l'État républicain, construisent des justices démocratiques. La force de Mandela, c'était pas seulement de libérer son peuple, c'était d'être ensuite un grand homme d'État, un grand réconciliateur. Oui, avec la fameuse commission Vérité et Réconciliation qui est dans les mémoires, je pense, quelque chose qui a surmonté finalement le droit le plus... C'est un exploit inouï, on prend ça comme évident, mais c'est un exploit inouï. Si on regarde d'autres conflits qui semblent inexpiables, au fond, Mandela a montré la voie sur un des sujets les plus tragiques du XXe siècle.
Oui, il a osé ne pas utiliser les procédures classiques de la justice pour inventer, avec Desmond Tutu, une commission qui justement permettait aux gens qui avaient avoué de ne pas passer par la case sanction finalement, d'une certaine manière. Pas pour tout le monde, mais enfin pour la plupart d'entre eux. Ce que je pense, c'est qu'il faut tenir vraiment les deux bouts, ne jamais céder sur les principes, parce qu'au contraire, c'est là que ça devient dangereux. Si on cède sur les principes, si on maintient l'esclavage, l'apartheid, l'antisémitisme, le racisme ou le terrorisme, d'où qu'ils viennent, on est bien loin évidemment d'avoir la sécurité. Les dictateurs nous trompent, soyons clairs. Ils nous apportent, c'est comme Churchill le disait pour Munich, ils veulent nous éviter la guerre en acceptant la justice, ils auront la justice et ils auront la guerre quand même. Et ils auront perdu l'honneur aussi. Oui, ils auront perdu l'honneur et ils auront quand même la guerre. Oui. Et les dictateurs, c'est pareil, ils auront l'injustice et néanmoins l'insécurité. Ils ne nous apporteront pas la sécurité. La vraie sécurité, c'est le cadre commun qui permet le désaccord et qui permet de le dépasser. Alors vous prenez un exemple, Frédéric Vance, dans votre livre « Les maladies chroniques de la démocratie ». C'est celui qui pourrait voir un jour en France, par exemple, que l'on revienne sur l'abolition de la peine de mort. Et là, vous avez un développement que je trouve tout à fait intéressant et j'aimerais que vous l'exposiez à nos auditeurs. C'est-à-dire, au fond... Ce serait pourtant le peuple qui en déciderait. Démocratie par le peuple. Oui, voilà, il faut évidemment pas croire que la décision majoritaire soit forcément juste. Il est évident que Hitler avait été élu démocratiquement, qu'aujourd'hui encore, dans ce que certains osent appeler des démocraties non libérales, certains parlent de démocrature, démocratie illibérale, certains dirigeants élus, qui cherchent d'ailleurs à se prolonger toujours, vous noterez quand même que toujours... Quand on est dans une démocratie qui n'en est plus une, on invente des constitutions pour pouvoir rester au pouvoir beaucoup plus longtemps que prévu. Et les nazis, Hitler a été élu démocratiquement, mais après il s'est maintenu au pouvoir avec l'article sur l'état d'exception pendant 12 ans. Il a été constamment au pouvoir sans jamais être réélu, vous l'aurez noté, il n'a jamais été... Donc les gens qui disent qu'il a été élu... Bon, ne rentrons pas dans ce sujet. On a des exemples dans nos démocraties. On a des exemples. Pas dans nos démocraties, justement. Je pense qu'en France, malgré tout... Je parle pas de la France. Voilà. Mais en France, si un président de la République voulait se faire un troisième mandat de 5 ans, ce serait compliqué de changer la Constitution. Il ne faut jamais dire jamais, il faut toujours résister, il faut toujours marquer des limites. Mais on peut quand même marquer qu'on a franchi des paliers dans la démocratie. Or, l'abolition de la peine de mort est un palier démocratique majeur, parce que la peine de mort, qui est déjà en apparence un progrès sur la vengeance infinie, qui déjà, les défenseurs de la peine de mort vous disent, nous, on n'est pas dans la soif de sang, on cherche un équilibre. À des crimes extrêmes, il faut une punition extrême. Eh bien, la peine de mort, en effet, est une institution qui dépasse, qui rend impossible le traitement de l'erreur judiciaire, qui dépasse la division humaine, qui postule quelque chose comme une impossibilité d'assumer aussi la violence extrême parmi les hommes, sauf en la reproduisant. Oui, il faut tuer pour admettre dépasser la possibilité du meurtre. Une humanité mûre, c'est difficile. Moi, je pense qu'il faut des peines symboliques extrêmes pour répondre à des crimes extrêmes. Il ne faut pas rien. Moi, je ne suis pas du tout dans la naïveté qui consiste à dire si un homme a commis des crimes épouvantables, il faut pas marquer le caractère épouvantable. Il faut le marquer, mais sans le répéter. Et donc, il faut inventer des institutions de l'extrême. C'est ce que je désigne comme ça aussi dans ce chapitre. Des institutions symboliques de l'extrême. Par exemple, c'est vrai que la perpétuité, la reconnaissance collective de l'importance de ces crimes doit pouvoir servir dans une démocratie mûre de substitut à la peine de mort. Car le risque de la peine de mort, comme par exemple de la déchéance de nationalité pour les terroristes... Vous prenez cet exemple-là aussi, oui. Quel est le risque ? Le risque, c'est de croire qu'on peut se débarrasser de la violence. Or, elle fait partie de chaque groupe, encore une fois, de la violation même comme violence intérieure. Et on dit les terroristes sont les autres. Mais il y a des terroristes blonds aux yeux bleus en Norvège qui ont tiré sur les mêmes jeunes gens que les terroristes venus soi-disant d'ailleurs. On a tous, d'une certaine façon, un potentiel terroriste. Le premier ministre israélien qui était capable de faire la paix, Yitzhak Rabin, a été assassiné par un juif extrémiste, pas du tout par les Palestiniens. Et finalement, il faut admettre que ce risque de la violence extrême et que la peine de mort, bien loin de la conjurer,
la répète, satisfait des pulsions inavouables, c'est-à-dire faire souffrir, et finalement accéder à des institutions de l'extrême. C'est la condition de notre justice aujourd'hui pour les grands crimes contre l'humanité. Nous ne pendons même plus les auteurs de génocide. Ils passent à La Haye. Ça paraît déjà insupportable aux dictateurs. Ils disent « la cour de La Haye, quelle horreur, c'est la justice internationale, etc. » Mais ils y seront même pas condamnés à mort. Eux qui ont exterminé des peuples entiers, qui ont jeté des bébés devant les yeux de leur mère à des chiens et dans les brasiers, on leur fait rien. Parce que la société est mûre et on institue, parfois on leur fait rien. Ils sont parfois, pour les faire arriver à La Haye, c'est déjà tout un travail. L'abolition de la peine de mort, écrivez-vous, Frédéric Worms, c'est l'un des commencements de la vie humaine, ou plutôt de l'institution de la vie humaine. Absolument. Ça résume bien ce que vous êtes en train de nous dire. Peut-être que nous allons procéder à la troisième et dernière pause de cet entretien. Nous sommes en compagnie du philosophe Frédéric Worms qui a publié en 2017 un livre « Les maladies chroniques de la démocratie » aux éditions Desclés de Brouwer. Et avec lui, nous réfléchissons justement à cette métaphore, qui n'en est pas tout à fait une d'ailleurs, de la médecine qui s'applique à la démocratie. Enfin, vous parlez, Frédéric Worms, des maladies, une chronicité de ces maladies, et vous donnez cette impression en tout cas, de plaquer ce vocabulaire sur la vie politique et même morale, et je m'en désole pas du tout d'ailleurs, mais je sais que pour vous c'est plus qu'une métaphore, et vous avez au milieu de votre livre écrit un intermède que, à titre personnel, j'ai beaucoup apprécié, et vous devinez pourquoi. C'est parce que, vous le savez, je m'occupe moi aussi beaucoup de la réflexion sur le soin, et vous avez intitulé cet intermède « De guérir à contenir et revenir à la vie ». Les maladies chroniques comme nouveau modèle du soin. C'est un titre un petit peu long, il faut que vous vous expliquiez. Oui, merci beaucoup Jacques Ricot de revenir aussi sur cet aspect en effet assumé d'un titre qui n'est pas seulement une métaphore, les maladies chroniques de la démocratie, mais à la fois un modèle assez précis. C'est pour ça que je dis un nouveau modèle du soin. Modèle pour le soin d'abord, et puis pour la politique ensuite, et puis plus même qu'un modèle, parce que je pense que jusqu'en politique, nous sommes des êtres vivants. Et que donc la maladie n'est pas une métaphore, puisque ce qui définit le vivant, dans toutes ses dimensions, c'est la capacité d'être malade, au fond, et de mourir. C'est, comme disait Georges Canguilhem, dans Le normal et le pathologique, le grand livre de philosophie de la médecine, au fond, seul le vivant peut tomber malade. Et donc, je crois que l'injustice est une maladie au sens très littéral. C'est-à-dire, peut nous faire mourir vraiment psychiquement, physiquement, socialement. Mais quand même, il faut un modèle précis. Et les maladies chroniques, c'est un modèle précis du soin parmi d'autres modèles, mais qui nous oblige à changer. On se fait une idée de la maladie, un peu comme on se fait une idée de la crise. Et moi, j'oppose le chronique au critique. La maladie, on se dit, voilà, on est en bonne santé, on a une maladie et on guérit. Ça, c'est le modèle de la crise. Et c'est la crise comme coup de tonnerre dans un ciel serein, même s'il peut durer un certain temps. C'est pour ça qu'on parle de la crise économique, comme on parle d'une crise d'épilepsie ou de fièvre. Et après, tout revient à l'état antérieur. Au fond, la maladie chronique, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire, c'est un mal dont quand on vous l'apprend, qui n'est pas temporaire, mais permanent. Et il y aura des crises. Mais les crises sont sur le fond d'un problème structurel qu'il faut traiter pour éviter les crises. C'est un ciel serein. C'est difficile à admettre, mais c'est un problème structurel. Et du coup, la notion de crise change avec la maladie chronique. Et le but de la médecine n'est en effet plus de guérir, je cite mon sous-titre, en effet un peu long, mais qui se voulait précis, c'est plus de guérir, mais c'est de contenir. Et contenir, c'est une image aussi. Le corps contient la maladie, c'est pas facile à admettre, c'est un corps en lui, étranger. Tous les patients le décrivent comme une sorte de souffrance, il y a une altérité du corps, on est trahi de l'intérieur par son corps.
Et en même temps, contenir, ça veut dire aussi on peut le maintenir en dessous d'une certaine limite. Eh bien, je pense que c'est un nouveau modèle du soin, peut-être un peu moins idéalisé. C'est pas la guérison absolue, mais c'est la force des... C'est aussi des héros, les médecins qui cherchent à contenir la maladie en dessous d'un certain seuil. Ça suppose des exercices quotidiens, une thérapeutique tout à fait différente. Eh bien, c'est un peu pareil en politique. Je pense que le racisme, par exemple, le fascisme, nous le savons aujourd'hui, ne sont pas des événements contingents qui sont surgis d'une crise temporaire, sont des risques constants dans toutes les sociétés. Et que donc il faut maintenir le taux de fascisme, je dirais, en dessous d'un certain seuil dans toutes nos sociétés. Peut-être qu'on n'arrivera jamais à l'éliminer. C'est difficile à admettre que des hommes puissent décider que d'autres êtres sont inférieurs à eux juste parce qu'ils n'ont pas la même couleur de peau ou qu'on peut leur assigner telle ou telle origine religieuse ou autre. Dire que les autres sont... Voilà, c'est une ignominie. Mais en même temps, pour des raisons, encore une fois, de peur de la mort, de ces idéologues qui vous nourrissent dans cette idée de votre supérieur, qui extériorisent le mal dans l'autre au lieu de l'admettre en eux-mêmes, c'est le mécanisme toujours du racisme. Il y a toujours des gens pour susciter ça en vous. Eh bien, ça existe de manière structurelle. Et donc, le but du politique, ça devrait être comme celui du médecin, de maintenir le taux des dangers mortels de la société, parce que le racisme est un danger mortel, de maintenir le taux, et même un danger mortel pour le raciste, pas seulement pour la victime du raciste. Donc, il faut maintenir le taux de fascisme et le taux de dictature, ou de tendance à la dictature, en dessous du seuil critique, en dessous du seuil mortel. Mais ça vaut aussi pour les inégalités sociales, ça vaut aussi pour le déni de l'interdépendance écologique, toutes ces maladies qui sont là, ce déni de l'altérité, cette sorte de chacun pour soi qui emmène la planète dans le mur. On sait maintenant que c'est structurel et il faut les contenir. C'est pour ça que je fais de cette maladie chronique un modèle du soin, y compris politique. Y compris politique. Et alors ce modèle du soin, finalement, ça revient à restaurer le sens du verbe soigner dans sa pureté primitive, parce qu'on l'a trop longtemps assimilé à guérir. Et je crois que c'était le grand contresens, en effet, de notre époque. Et vous avez un petit mot, d'ailleurs, s'agissant des soins palliatifs, qui, justement, n'ont pas la prétention de guérir, mais de maintenir, de contenir, comme vous venez de le dire dans le deuxième sens, la maladie qui permet de ne pas exclure de l'humanité celui qui en est atteint. Je me permets de vous donner un tout petit exemple que je me suis permis de fournir à un public un jour où j'avais l'occasion de présenter votre livre. Ça m'est arrivé et j'avais donné cet exemple suivant. Le fils d'un de mes amis qui est décédé qui est décédé à l'âge de 85 ans avec une carrière très très remplie. Son fils a eu comme première phrase « Mon père est allé en soins palliatifs toute sa vie ». Il était en effet atteint d'une maladie dite mortelle et incurable en tout cas c'était certain, dès sa naissance, au point qu'on avait dit à sa maman de ne pas s'attacher à cet enfant. Eh bien, il a vécu pendant 85 ans en soins palliatifs, il n'a jamais été guéri. C'est un petit peu, je crois, la métaphore de ce que vous voulez nous dire, et pour le soin médical, et pour le soin à donner à la démocratie. Le temps est passé très vite avec vous, Frédéric Worms, et j'aurais voulu au moins que vous nous signaliez ce beau texte que j'ai découvert grâce à vous d'Alexandre Coyeret, qui nous explique que la démocratie, c'est sans doute le plus mauvais des régimes, peut-être, mais c'est celui dont les perversions sont les moins graves. Oui, tout à fait. C'est un texte très inattendu parce qu'il va chercher chez Platon, qui a beaucoup critiqué la démocratie, une sorte d'éloge paradoxal de la démocratie. Ça nous ramène au début de notre conversation, finalement, puisque Rousseau s'inspirait de Platon quand il disait « la volonté générale peut se tromper, donc il faut l'éclairer ». Et c'est pour ça que Platon parlait du philosophe roi et qu'il n'était pas pour la démocratie, parce que en démocratie, toutes les opinions se valent, ça peut être la démagogie, etc. Donc pour que le philosophe soit roi, il faut plutôt une dictature, parce qu'il sait le bien et il l'impose. Et donc Platon est plutôt pour une forme de dictature éclairée, finalement. Mais ce que dit Platon aussi, et ce qu'Alexandre Coyeret va chercher, et c'est très concret, très humain, et on voit ça chez Platon lui-même, c'est justement l'idée que pour les êtres humains, la corruption des régimes est une nécessité. C'est pas un risque, c'est une fatalité. Tous les régimes politiques peuvent tomber malades, vont tomber malades, nécessairement, inéluctablement. Or, il y a un grand principe dans l'Antiquité qui dit que la corruption du meilleur est la pire. C'est-à-dire le bon roi, c'est parfait. C'est le meilleur régime.
Mais quand il est malade, le régime, ça donne le tyran absolu, qui est le pire des régimes. Or, du coup, ce principe permet d'inverser les choses, oblige à inverser les choses. C'est-à-dire que le moins bon régime, c'est la démocratie. Quand il va bien, quand tous les régimes vont bien, c'est le moins bon régime. Mais en même temps, quand les régimes sont malades, c'est le moins pire. Et Platon rejoint Churchill, finalement. Le moins pire, c'est pas très français, vous qui êtes normalien. Mais c'est parlant. Oui, c'est pas le pire. Oui. C'est le moins mauvais. Disons, j'ai dit délibérément parce que je me suis exprimé un petit peu du langage. Justement, on a envie de le dire comme ça. Je plaisante. Non, mais on peut inventer cette tournure parce qu'au fond, c'est le moins mauvais, ça suffira. Mais vous savez que Churchill disait c'est le pire des régimes à l'exception de tous les autres. Voilà, donc c'est un peu cette même idée. Frédéric Worms, je ne voudrais pas que nous en terminions avec cette petite incongruité que je me suis permise. Mais non, mais j'ai fait tout exprès de vous la provoquer. Merci. Mais alors, il faut quand même dire à nos auditeurs qu'il y a une deuxième partie et que donc il faut impérativement qu'ils lisent ce livre si ce n'est déjà fait. Et que cette deuxième partie, elle porte sur les crises actuelles et la démocratie comme institution, et vous déployez 3 chapitres tout à fait précis, enracinés dans l'actualité, le cynisme, le racisme et l'ultralibéralisme. Et je regrette que nous n'ayons pas le temps d'en dire beaucoup plus. Frédéric Worms, me pardonnerez-vous de terminer ainsi, en queue de poisson, si je puis dire, cet entretien. En tout cas, merci à vous beaucoup. Merci beaucoup à vous. Juste pour dire que, bien sûr, je parle des crises, mais je parle aussi de ces crises concrètes, qui ne fait que s'aggraver depuis 2017, mais aussi des progrès possibles face à elles. Et donc, les remèdes existent aussi. Et le progrès, aujourd'hui, coexiste avec les graves régressions du moment. Merci de cet optimisme. Merci donc Frédéric Worms. Une dernière fois, j'indique à nos auditeurs que le livre qui nous a servi de fil conducteur, c'est Les maladies chroniques de la démocratie aux éditions Desclés de Brouwer. Et c'est pas cher, c'est en dessous de 20 €. Donc voilà. Vous voyez, tout va pas si mal. Mais il faut travailler encore, je crois. Mais merci Frédéric Surtout pour Worms. l'Europe. Merci Frédéric Worms et à bientôt.